Bonus Trax. Bonjour à tous les trekkers et trekkies de toutes sortes, je suis le commandeur Guigui et je suis ravi de vous accueillir à bord de la station du Cadran Pop, le podcast sur Star Trek écoutable dans toute la galaxie et sur toutes vos applications de podcast via le flux du coin pop. Cette fois, nous allons parler des épisodes 5 et 6 de la saison 4 de Discovery et on se demandera si ça va enfin vraiment décoller. Let's fly. Our mission today is to find any clues the DMA left behind. We're going into the subspace rift. I don't have any nav readings. Can you get us visuals? Those are the visuals, Captain. That's it. That's all there is. Whatever's out there is getting closer faster than we expected. Working. Alors c'est les fêtes de fin d'année et du coup ça sera un épisode assez bref puisque je ne suis qu'accompagné que par Romain Bramy, mon Romulien préféré. Salut Romain. Salut. Ah là je suis ton Romulien préféré quand je suis le seul hein. Du coup. Je suis plus le relou de Romulien. Oui parce que tous les autres ont déserté et il ne me reste plus que toi. Mais quelque part ça me fait quand même plaisir de t'avoir parce que les gens ne le savent pas mais en fait on aurait dû se retrouver pour le Nouvel An pour un concert Star Trek symphonique qui était organisé et puis avec le Covid et sans doute aussi surtout peut-être le manque de places vendues par la salle, le concert a été purement et simplement annulé. Du coup ma venue à Paris chez toi a été également annulé. Et j'en suis bien triste. Ouais, je pense que ça aurait été sympa comme petit concert. Carrément, et je t'avouerais que depuis le début je trouvais ça étrange de voir un concert Star Trek organisé en France un 31 décembre en plus, c'est pas facile de remplir une salle un 31 décembre, je trouvais ça un peu suicidaire. Je crois que malheureusement l'histoire m'a donné un peu raison et si tu rajoutes le variant Omicron c'était foutu de chez foutu. Ouais, surtout que c'est vrai qu'on en avait discuté avec les membres du fan club français qui nous disaient nous on serait bienvenus mais le 31 décembre forcément c'était pas possible parce que les gens ils ont des plans pour le 31 décembre en général. Et Star Trek ou pas Star Trek, les gens ne pouvaient pas forcément venir à travers la France, monter sur Paris pour ce concert en particulier. S'il aurait été fait à une autre date, je pense que ça aurait mieux fonctionné. Donc à bon entendeur. On va parler des épisodes 5 et 6 on a regardé. Moi j'ai regardé sur Pluto TV, que j'ai plutôt bien apprécié. Et toi, qu'est-ce que t'en as pensé de ces deux épisodes avant qu'on rentre dans la zone spoiler ? Alors moi je les ai regardés sur Paramount+. Déjà la première chose à dire c'est que je suis toujours content de retrouver Discovery malgré tout. Malgré toutes les critiques qu'on fait sur cette série, malgré tous les trucs qui nous énervent semaine après semaine, je me rends compte quand même que tous les jeudis je suis quand même bien content d'avoir une série Star Trek nouvelle qui est diffusée. Donc voilà, je veux pas oublier non plus cet aspect. J'avais beaucoup aimé l'épisode de la semaine dernière, ça faisait 2 épisodes l'honneur un petit peu qu'ils enchaînaient avec peu de références disons qu'il y a une référence, mais l'intrigue principale était une intrigue qui se contenait en elle-même, et moi j'aime beaucoup ça dans Star Trek. Et j'ai beaucoup moins aimé l'épisode de cette semaine, qui était en effet là pour le coup entièrement basé sur la nouvelle histoire du nouveau Burn, qui s'appelle plus le Burn, mais je sais pas quoi là, les initiales, l'anomalie. Non mais maintenant il y a des initiales, t'as remarqué, il donne j'ai oublié, c'est quoi les MDA, MAD, je sais pas quoi, un truc comme ça. DMA, DMA, je crois que c'est ça, voilà. Donc voilà, j'ai moins aimé cet épisode. C'est pas catastrophique, aucun des deux n'est catastrophique, mais ça m'a pas emporté. Ouais, en tout cas, je sais pas si t'as remarqué ou si t'as fait attention, mais sur internet et sur, je sais plus, je crois que j'ai vu ça à la télévision, je sais plus où, Pluto TV fait de la publicité en fait pour annoncer son existence. Et bien sûr, ils mettent en avant Star Trek Discovery saison 4, ce qui bien sûr n'était pas le cas à la base. Et sur Pluto TV, maintenant, il y a des vraies publicités. Donc ouais, je pense quand même que, tu vois, le Pluto TV, ils doivent être bien contents d'avoir récupéré Star Trek Discovery saison 4, parce que ça doit vraiment gonfler leurs statistiques de vues le week-end, quoi. Et à l'inverse, je suivais des tweets que tu avais envoyés hier sur Twitter, donc, et je voyais des gens qui disaient « Ah, mais Discovery, ça a repris, c'est diffusé, etc. Oui. etc. » Et je pense que hors de notre cercle, des vrais fans de Star Trek, des personnes qui sont vraiment attentifs à la diffusion, je pense qu'il y avait quand même tout un public un peu qui aime Star Trek sans être dans la fanité et qui est passé complètement à côté de ce changement de chaîne et qui ça n'empêche pas de dormir, quoi. C'est pour ça que je pense que, tu vois, Pluto TV là, ils se sont réveillés en faisant de la publicité pour essayer de récupérer les gens. Le problème de cette série qui est feuilletonnante,
C'est que bon, bah là, t'as raté. Si tu te rends compte, tu vois la publicité, parce que je pense qu'elles sont récentes, ces publicités, elles datent de cette semaine ou de la semaine dernière. Bon, t'as raté les 4-5 premiers épisodes sur un truc feuilletonnant, c'est un peu compliqué, quoi. Bien sûr. Je pense que dans leur truc de diffusion, ils auraient dû organiser peut-être les choses différemment. Plutôt qu'avoir 2 rediffusions à la suite de la première diffusion, ils auraient peut-être dû garder une rediffusion pour la semaine suivante, c'est-à-dire, tu vois. Quand tu as un nouvel épisode, juste avant le nouvel épisode, tu as la rediff de l'épisode de la semaine précédente. Ça permettait à des gens, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit sur Twitter justement arrêter de regarder parce qu'ils avaient raté les 2 premiers, par exemple. C'est ça, et je pense que c'est vraiment ça qui fera du mal avec cette diffusion sur Pluto. Pour moi, c'est pas tellement l'aspect linéaire, ou même l'aspect linéaire, c'est surtout qu'il n'y a pas de catch-up, en fait, si tu veux, et ça, c'est fatal. C'est plus du tout, c'est sorti complètement de nos habitudes. Si tu veux, aujourd'hui, le conflit, c'est entre le binge à la Netflix qui balance une saison d'un coup, ou semaine après semaine comme Disney+. Par contre, il y a un sujet sur lequel il ne fait plus débat, c'est qu'il faut que ça soit disponible en catch-up, si tu veux, quel que soit ton en replay, quel que soit ton même pour TF1, même pour M6, même pour des grosses chaînes comme ça. Et c'est vrai que là, qu'il n'y ait pas de replay sur Star Trek Discovery, c'est ça qui va faire que cette saison n'aura pas du tout la même popularité que les saisons d'avant. Mais bon, en tout cas, moi je constate quand même, tu vois, il y avait des gens qui disaient que ça marcherait pas du tout. Bon, bah, moi je me dis quand même que ça a l'air de fonctionner, même si on n'aura jamais les statistiques, vraiment les audiences ou quoi. Bon, en tout cas, le fait que tu aies de la publicité qui est faite là-dessus, c'est qu'il y a de l'argent qui est dépensé pour ça. Effectivement, d'avoir de la publicité sur Pluto TV, alors qu'avant il n'y en avait pas, comme on le disait, il n'y avait que des pubs pour des trucs corporate, on va dire. Là, il y a des pubs pour du parfum, pour des bagnoles, enfin pour des trucs, quoi. Donc pour moi, c'est bien la preuve que malgré tout, ça marche au moins un petit peu, quoi. Alors, on va parler des 2 premiers épisodes, mais pour ça, on va rentrer quand même directement dans la zone spoiler, ça sera quand même plus facile. Red alert! Ruan Tarka. You're working with Stamets today. Also saw that colony get pushed into the sun. That was quite a show. At least you got everyone out. Almost. Almost was the story of my day, too. I came this close to something incredible. You know it's behind the DMA, don't you? You say that with such confidence. A man only gets as close as you did when he has some idea what's over the cliff. So who made it? I don't know. Yet. Warning. Alors le premier épisode qui s'appelle Les Exemples, il a été écrit par Kyle Larrow et réalisé par Lee Rose. Alors là, on va se rendre compte qu'une anomalie va démolir une petite colonie qui était tenue précédemment par la chaîne d'Enroad. Et Burnham et Book vont se charger d'évacuer un groupe de prisonniers qui ont été carrément abandonnés. Alors que pendant ce temps-là, il y a le plus grand scientifique, ou en tout cas l'un des plus grands scientifiques les plus brillants de la Fédération du 32e siècle, qui va débarquer à bord du Discovery pour travailler avec Stamets pour effectuer une petite expérience sur la supervision de Saru. Pour démontrer effectivement que l'anomalie en fait n'est pas un phénomène naturel mais une conception délibérée de quelqu'un, on ne sait pas qui. Mais en tout cas, essayer de comprendre comment le truc fonctionne. Alors le scientifique qui s'appelle Ruan Tarka, il est joué par Sean Doyle et c'est donc un scientifique qui vient de la planète Risa, cette fameuse planète qu'on voit régulièrement dans la saga Star Trek, qui est la planète des plaisirs où un peu tout le monde va en vacances, c'est un peu la planète partout, quelque part. Et donc lui, ce scientifique, au lieu de s'amuser comme ses autres compères, lui il préfère être scientifique et se prendre la tête là-dessus. Et donc voilà, donc c'est un épisode que toi t'as bien aimé, j'ai l'impression. Ouais, alors j'ai bien aimé cet épisode parce que bien qu'il soit, comme je le disais, très accroché à l'intrigue principale, puisque tu dis une anomalie, mais en fait c'est l'anomalie qui va raser cette colonie. Pour moi, c'est une histoire qui se tient. Tu vois, ça aurait pu être un épisode de Next G ou un épisode de Deep Space Nine, et au lieu de l'anomalie, ça aurait pu être n'importe quel phénomène micro, je sais pas quoi, macro, blabla, qui va raser une colonie pénitentiaire. Et qu'est-ce que ça cause? Les problèmes moraux. Est-ce qu'il faut sauver les prisonniers? Est-ce qu'on laisse les prisonniers mourir? Pour le coup, on peut dire ce qu'on veut. Là, on est quand même dans des thématiques qui sont chères à Star Trek. Est-ce que toutes les vies se valent? Est-ce que tout le monde mérite d'être sauvé, etc., etc. Donc moi, cet aspect-là, j'ai vraiment beaucoup aimé. Comme d'habitude dans Discovery, il y a des soucis. c'est jamais
jamais parfait. Il y en a 3, moi, qui m'ont sauté aux yeux, dont 2 qui sont liés. Le premier, c'est que je trouve que la story A et la story B, qui sont toutes les deux individuellement assez excellentes, ne se marient pas du tout dans cet épisode. Pourquoi elles se marient pas ? Et là, je pense que tu vas être d'accord avec moi, parce que ça serait assez inimaginable que pendant une mission de sauvetage ultra périlleuse, tu mènes une expérience scientifique dans la salle des machines qui risque plus ou moins de faire exploser l'intégralité de ton vaisseau. Qui est tout aussi périlleuse, oui. Qui est tout aussi périlleuse, voilà. Donc j'ai trouvé qu'il n'y avait aucune alchimie entre la story A et la story B. C'est souvent le cas dans Star Trek, et à la limite, c'est pas grave, sauf que là, elles sont presque contradictoires. Tu te demandes pourquoi finalement au début de l'épisode ils ont pas dit que Stamets restait sur la station ou quoi. Pourquoi faire l'expérience sur le Discovery ? C'est ça, et ça n'aurait eu aucune conséquence si tu veux sur le reste de l'épisode que Stamets aurait rencontré Lorca, c'est pas Lorca, excuse-moi, comment il s'appelle, Storka, je sais pas quoi, ce grand ingénieur de Risa. Pourquoi il l'a pas rencontré ? Tarka. Pourquoi il l'a pas rencontré ailleurs ? Bon, ça c'est le premier point qui m'a énervé. Il y a 2 autres points qui m'ont énervé, et ça c'est tellement symptomatique de Discovery. Au début de l'épisode, ils te disent que la mission de sauvetage va être menée par je suis désolé, je vais l'appeler l'asiatique. C'est pas par racisme ou par essentialisation, c'est juste qu'en fait ces personnages on les connaît tellement peu que je n'arrive pas à retenir leur nom. Donc voilà, l'asiatique de la passerelle, je sais plus comment il s'appelle. Et ce pauvre bonhomme, alors tu te dis au début, ah c'est cool, ils vont enfin faire un épisode qui est centré sur ce personnage, on va enfin apprendre à découvrir ce personnage. Tu ne le revois jamais pendant tout l'épisode. Et à la place, une fois de plus, tu vas suivre Burnham, qui n'est pas la patronne de la mission, et pourtant c'est elle quand même qui va sauver tout le monde à la fin de l'épisode. Bon bah c'est fatigant. Sauver les prisonniers. Ouais, qui va sauver. Enfin c'est elle la vraie héroïne de l'épisode, tu vois. Oui. Pourquoi ? Et là, tu vois, pour le coup, c'est tellement à l'encontre de tout ce que... Tu vois, dans toutes les séries Star Trek, tu as toujours des épisodes qui sont centrés sur d'autres personnages que le capitaine. Toujours. Même dans la série classique, tu avais ça. Non, là, ce pauvre mec qui était enfin en charge de sa mission, bah non, il a même pas le droit à ça. C'est Burnham qui se retrouve encore au centre de l'épisode. Et bah moi, j'en ai ras le bol. Ouais, c'est clair, moi j'ai eu exactement la même réflexion que toi. En fait, c'est le commandeur Rhys qui se propose, et puis on lui dit ah oui, effectivement, t'as l'air d'être le plus qualifié, donc vas-y, fais-le. Et moi je m'étais dit ouais, chouette, un épisode enfin sur un gars de la passerelle dont on attend un développement. Et non, malgré tout, il a fallu que Michael Burnham et Book aillent se charger d'une mission un peu périphérique, une mission B en quelque sorte, parce que Rhys, lui, il se charge vraiment de toute l'évacuation, la majorité de la population de cette colonie, et Book et Burnham, eux, ils sauvent 5-6 personnes, hein, c'est tout, hein. Donc c'est des prisonniers qui étaient abandonnés dans une prison, parce que bon, les administrateurs de la colonie, ils en avaient rien à carrer, parce que voilà, pour eux c'est des criminels, on s'en fout quoi. Et j'aurais carrément aimé que ce soit l'inverse, qu'on voie un peu plus ce pauvre Rhys, comme tous les autres personnages de la passerelle, hein, que j'aimerais voir développer, parce que Michael Burnham, même si elle est carrément beaucoup moins énervante dans cette saison 4, pour plusieurs raisons. Déjà, elle pleure pas, elle a pas pleuré de toute la saison, ça franchement déjà bravo, ça fait 6 épisodes sans larmes de Michael Burnham. Alors tous les autres pleurent autour d'elle, mais elle ne pleure pas, donc ça c'est quand même bien, et le fait qu'elle soit capitaine, ça évite beaucoup de contorsions de scénarios pour justifier le fait qu'elle prenne le lead à des moments inappropriés, de par son grade. Bon bah voilà, elle est capitaine, donc du coup ses décisions et ses actes sont parfaitement légitimes et cohérents avec sa position. Donc là du coup, Michael Burnham dans cette saison 4, pour le moment en tout cas, me semble mieux fonctionner. Par contre oui... je veux dire, elle n'est pas obligée de tout faire quand même, quoi. Franchement. Je m'imaginais, il y aurait un sitcom un peu à la Extra de Ricky Gervais. Je sais pas si tu avais vu ce sitcom. Enfin, c'est une comédie plus qu'un sitcom. Il y aurait à faire ça sur le tournage de Discovery. Je m'imaginais l'acteur qui interprète Rhys, là, tu sais, lire le scénario, et en première page, il y a écrit « Monsieur Rhys, vous mènerez cette mission, etc. etc. » Et le mec se dit « Putain, ça y est, j'ai enfin mon scénar et tout. » Et après, il se rend compte qu'il a plus une seule page jusqu'à... Je crois qu'on le voit une fois en hologramme dans l'épisode, et putain, ça doit être... Moi j'aurais déprimé à sa place, quoi. Enfin, au secours, quoi. Bon, en tout cas, sinon, pour revenir un petit peu alors, le podcast il va être un peu décousu, hein. Faudra nous excuser parce que bon, c'est les fêtes, hein. Voilà, je suis peut-être en train de cuver moi-même, donc du coup voilà, le podcast sera décousu. Il y a quand même un truc pour revenir un peu au début. En fait, au tout début, donc ils font une petite réunion, Stamets, il check un peu ses données, etc. Et en fait, l'anomalie, à un moment donné, elle disparaît et elle réapparaît à un autre endroit, alors que ça semblait complètement être inattendu.
conclusion de Michael Burnham et des autres lors de cette réunion, c'est c'est pas un phénomène naturel, c'est forcément créé par quelqu'un. Sauf que moi, je trouve deux trucs... Et puis, il pose la question à l'ordinateur, qui est donc fusionné avec les données de la sphère, qui donc a des données millénaires sur plein de trucs dans la galaxie, qui, pareil, dit « non, moi, je sais pas du tout de quoi il s'agit ». Et donc, du coup, moi, il y a deux problèmes à ça, c'est... Comment ça se fait que cette hypothèse n'ait pas été énoncée dès le départ ? Parce que moi, un truc comme ça, soit c'est naturel, mais je peux quand même évoquer le fait que, comme c'est étrange, que ça échappe à toute logique, que peut-être ça a été créé par quelqu'un. Donc, c'est bizarre qu'ils ont l'air de se poser la question seulement à ce moment-là, comme s'ils n'y avaient jamais pensé, ce que je trouve complètement idiot. Et deuxième truc, c'est, comme ils ne peuvent pas l'expliquer, alors maintenant, cette hypothèse-là, c'est quasiment sûr, ça y est, c'est ça. Non, je suis désolé, même si c'est une hypothèse qui pourrait être probable, ça me paraît quand même étrange tout autant de tout miser là-dessus, parce qu'il n'y a rien qui... C'est pas parce que tu comprends pas quelque chose que le truc, il n'est pas naturel pour autant. C'est des trucs bêtes, et qui pourraient être réglés avec des dialogues mieux écrits. On n'aurait pas à se poser ce genre de questions-là, tu vois. Il y a jamais, t'as l'impression, dans les réflexions pseudo-scientifiques, en tout cas de science-fiction, dans Star Trek Discovery, t'as jamais de cheminement logique dans les enjeux qui nous sont présentés. Et ça, c'est quand même vraiment énervant. Je te trouve un petit peu sévère parce qu'il y a quand même eu un cheminement de pensée, puisqu'au début, Stamets avait une théorie selon laquelle c'était un phénomène naturel. Il y a eu les épisodes sur Vulcain, où, avec tout le conseil scientifique, enfin c'est plus Vulcain maintenant, je sais plus Nivar. comment on dit, mais Nivar, où avec tout le conseil scientifique, ils ont étudié des pistes qui se sont révélées négatives. Donc pour le coup, je trouve quand même qu'il y a une construction vers cette nouvelle hypothèse. Après, oui, mais justement, ce qui est étrange, c'est que ce soit une nouvelle hypothèse. C'est tellement énorme, si tu veux. Quoi. C'est vrai, mais c'est tellement énorme que voilà, c'est un phénomène cosmique immense et tout. Je vois ce que tu veux dire, ça m'a pas trop choqué. D'ailleurs, même quand finalement ils arrivent à se dire que c'est une race extraterrestre qui en est la cause, ils ne citent que des races qui sont vraiment omnipotentes, type le Q Continuum, etc. Il y a pas mal de name dropping dans cet épisode. Mais les Iconiens, les Iconiens et tout. Ouais. Non, ça m'a pas trop gêné pour le coup. Et d'ailleurs, j'ai quand même pas mal aimé l'expérience qu'ils mènent avec... oui, mais ça, je suis d'accord. Mais tout ça, c'est moi, ce qui m'embête, c'est que t'as l'impression qu'ils réfléchissent à moitié. Parce que, pardon, je suis désolé, ils auraient pu évoquer dès le premier épisode que on n'en sait rien si c'est naturel ou pas. Je veux dire, l'évoquer, tu vois, juste le dire dans une phrase, comme ça tu te dis, ok, ils y ont pensé, parce que là, t'as l'impression qu'ils découvrent cette possibilité. Putain, mais c'est une hypothèse parmi tant d'autres, c'est étrange qu'ils ont l'air de la découvrir, comme si c'était un truc qui tombait du ciel. Ouais, je suis en train de lire un livre excellent en ce moment, un livre chinois, un livre de science-fiction en 3 tomes, et en fait ça raconte une histoire d'invasion extraterrestre. C'est vraiment brillant comme livre, et si tu veux, ils savent très bien qu'ils vont se faire envahir, mais le moment où ils le réalisent, c'est le moment où pour la première fois le télescope Hubble 2 capte ils le savent, ils en sont sûrs et tout, mais le moment où le télescope voit pour la première fois la flotte extraterrestre très 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 loin, c'est le moment où ils réalisent, si tu veux, que c'est la vérité. Et moi j'ai plus ressenti ça, si tu veux, j'ai plus ressenti peut-être qu'ils y ont pensé, mais c'est à ce moment-là que c'est devenu une certitude et qu'ils pouvaient l'évoquer. Premier truc, juste quelque chose qui va en l'encontre de la logique que tu énonces, c'est qu'il pose la question à Zora, donc l'ordinateur du Discovery fusionné avec la sphère, à ce moment-là. Genre, ils l'ont jamais fait. Tu vois d'accord. Alors, c'est vrai. peut-être ils l'ont fait, mais ils l'ont pas formulé correctement. Enfin, je veux dire, mais peu importe, c'est mal écrit, c'est pas clair. Et en plus de ça, je suis désolé, pour autant, je ne vois pas pourquoi... Alors, tu peux dire que c'est une hypothèse privilégiée, mais là, ça y est, c'est une vérité, quoi. On en est sûr, c'est forcément artificiel. Je suis désolé, il n'y a rien qui te donne le droit d'affirmer avec certitude, comme ils le font ici, que c'est artificiel. C'est une hypothèse qui peut être privilégiée à un moment donné, ça je suis d'accord, ce serait logique, mais dire que c'est sûr et certain c'est ça, alors qu'ils comprennent rien à rien, ok. C'est simplement quand t'as Tarka, le scientifique de Risa, qui se pointe et qui énonce justement, qui dit ok, moi d'après ce que je constate, si on imagine un appareil qui serait au centre, etc., si j'imagine que je puisse reproduire au moins théoriquement le truc, voilà, on peut en déduire à 99,9% que c'est bien artificiel.
Sauf que c'est pas ce qu'ils font au début de l'épisode. Avant que le scientifique il arrive, ils étaient déjà sûrs d'eux, comme quoi c'était artificiel. Donc tu vois, c'est pas grand-chose. À chaque fois, c'est des lignes de dialogue qui prendraient 5 secondes par-ci par-là et qui régleraient les problèmes. Mais t'as vraiment l'impression que, je sais pas, ils oublient des trucs qui sont élémentaires, tu vois. Ils oublient d'être pragmatiques, de se mettre vraiment à la place des personnages et de vivre vraiment les situations comme ils ont quand ils l'écrivent. Parce que, ouais, je suis désolé, pour moi, à chaque fois, ça me sort de l'histoire et c'est dommage, parce que le reste fonctionne plutôt bien. Moi, il y a un truc qui m'a fait beaucoup plus peur que ça. C'est la toute dernière scène de l'épisode. Je crois que c'est la toute dernière scène de l'épisode où tu vois Tarka se gratter la tête de manière très 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 mystérieuse à la fin de l'épisode. Ça amène plein de théories possibles et ça m'inquiéterait pas si c'était une autre série que Star Trek Discovery. Mais comme Star Trek Discovery, c'est quand même une des séries qui est reine pour les Deus Ex Machina et les résolutions absolument foirées de saison. J'aimerais vraiment pas qu'on se rende compte que genre c'est la chaîne Nemrod qui est responsable. Parce que bon, si on prend un peu de recul, il y a beaucoup de gens qui pensent que le moment où tu le vois se gratter la tête, c'est une référence au collier de la mort qu'ils avaient dans la saison précédente. Tu te rappelles qu'ils faisaient exploser les têtes si tu t'échappais de la chaîne Nemrod, etc., etc. Donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'en fait Tarka est à la solde de la chaîne Nemrod. Comme d'habitude, enfin, tu vois, c'est toujours pareil avec Discovery. Tu sens qu'une fois de plus, tu vas avoir l'impression qu'il y a 4 personnages qui vivent dans la galaxie, qu'il va y avoir des liens un peu foireux, etc., qui vont te remettre la chaîne Nemrod. J'ai senti, alors que j'avais vraiment beaucoup aimé le personnage tout au long de l'épisode et que je m'étais dit que ça pouvait être un personnage sympathique, j'ai l'impression qu'ils vont encore, enfin, ils vont faire ils vont tout saloper, ils vont faire un espèce de vieux traître dans les 2 derniers épisodes qui va dire c'était moi, nul, etc. Et je le sens un peu gros comme une maison. Non, mais moi j'y crois pas parce que justement, tu as du world building qui a été fait justement sur la chaîne d'Emeraude. Bah déjà, rien que cette histoire de colonie qui était sous juridiction de la chaîne d'Emeraude et qui ne l'est plus vraiment actuellement. L'épisode d'encore d'avant avec Tilly justement et ses cadets, tu avais un Orion qui explicitait un peu le statu quo actuel de la chaîne d'Emeraude. Bon, du coup, je pense que tu vois, voilà, la chaîne d'Emeraude, maintenant, c'est derrière nous. C'est une composante vraiment, mais c'est plus vraiment un antagoniste. Du coup, tu crois quoi, soit sur cette scène de grattage de tête ? Bon, rien de spécial. Je pense que peut-être, oui, il pense peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose à cacher, mais pas forcément du niveau de « Ah, je suis le responsable de l'anomalie » ou « Je connais le gars qui l'a fait », tu vois. Ça me paraîtrait vraiment trop gros. Et puis, comme tu le disais, que je le complètement nul. Mais si tu veux, on peut théorie-crafter sur l'origine de l'anomalie. Il y a beaucoup de personnes, et c'est vrai que c'est une théorie que je trouve très, très intéressante, qui pensent que les gens qui sont derrière l'anomalie seraient les créateurs des sphères qu'on a dans la saison 3 de Enterprise. Parce que c'est lié à la guerre temporelle. Alors pour recontextualiser, en gros, c'est une espèce, alors j'ai oublié comment elle s'appelait, mais qui étaient partie prenante de la guerre temporelle, et eux, leur but, ils viennent d'une autre dimension, en quelque sorte. En tout cas, ils viennent d'un autre point de la réalité ou de l'univers, hein, peu importe. Et en gros, ils ne peuvent pas vivre dans notre galaxie telle qu'elle est actuellement. Donc, ils doivent changer la nature de la réalité de cette galaxie, de la nôtre, de la Voie lactée, pour pouvoir s'y installer, quoi, en gros. Et pour faire ça, ils ont créé des sphères gigantesques à travers le quadrant où se promène le vaisseau Enterprise. Et ces sphères-là aussi génèrent des anomalies gravitationnelles. Donc du coup, voilà, c'est un point commun. C'est peut-être un peu facile, un peu direct, mais ça serait intéressant, quoi. J'ai lu une autre théorie que j'ai vraiment kiffé, bien que j'y crois pas une seconde. Mais pour le coup, c'est une vraie race qui a été laissée en suspens dans Star Trek. C'est la race de conspiration, le season final de la première saison de Star Trek Next Generation. Et la raison pour laquelle les gens pensaient à ça, c'est que, on n'a jamais eu de conclusion à cette histoire, hein, ce qui est une vérité. Et que deux, alors ça, je m'en rappelais pas, mais à un moment donné, tu vois une radio, tu sais, de ces espèces de vers, là, parce que les mecs bouffent des espèces de vers et tout, machin. Et en fait, ça ressemble un peu à des symbiotes, en fait, hein, qui prennent le contrôle. Et en fait, ils s'installent juste dans ta colonne vertébrale. Et j'avais complètement oublié cette photo, mais quand j'ai vu cette photo, dans ta nuque, en fait, si tu veux, ils s'installent juste dans ta nuque. Et je me suis dit, ah ouais, ok, why not, pourquoi pas. Mais quel rapport avec Discovery saison 4, du coup? Bah, ils veulent envahir l'univers, c'était ça leur mission initialement, donc peut-être qu'ils ont trouvé un nouveau moyen de l'envahir. Mais t'as aucun point par rapport à l'anomalie, t'as 0 point commun qui puisse... Juste la nuque de Tarka à la fin de l'épisode. Ah oui, par rapport à ça.
Oui, oui. Moi, je préfère l'idée des sphères, des créateurs des sphères. Je trouve ça plus intéressant parce que les sphères, visiblement, elles font des trucs. Enfin, l'anomalie, elle fait des trucs chelous qui, justement, comme on va le voir dans l'épisode 6, dont on va parler tout de suite, t'as l'impression quand même que ça altère le tissu même de la réalité, et ce qui ferait que pour ces personnes-là, ça pourrait être quelque chose d'intéressant. Surtout que dans cet épisode 6, on apprend que visiblement les créateurs de la sphère sont étrangers à la Voie lactée. Et ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Your turn, Zora. Nice. And cool name, by the way. Thank you. In some of the cultures I've encountered on Earth, Baku and Navarre, the name means dawn or new day. I thought it was fitting, all things considered. I chose my name too. Not because of the meaning, I just liked it. I like it as well. This isn't just a game, is it? What makes you say that? I find that I'm less overwhelmed since we began. 83% of my low-priority processes have returned to the background. I hoped that would happen. Why is this game here? Wait. Is everything okay? Now that my systems aren't overwhelmed anymore, I can detect something unusual on the exterior hull of Deck 17. Working. Alors donc l'épisode 6 qui s'appelle Tempête orageuse, qui a été écrit par Anne Caufel-Sanders et Brandon Schulz, est réalisé par notre bon Jonathan Frakes, commandant Riker, qu'on salue bien, et qui est toujours dans les bons coups. Je trouve qu'il fait toujours des bonnes réalisations dans Star Trek, parce que c'est toujours des réalisations qui sont très posées, que j'aime beaucoup. Et donc là on a un épisode qui est un peu une sorte de bottle show, c'est-à-dire que tout se passe quasiment sur la passerelle du Discovery, et ça, putain, ça me fait plaisir. C'est un truc que j'attends depuis longtemps, voilà, qu'on se retrouve vraiment un petit peu dans un contexte un peu comme dans la série classique ou même des fois dans la nouvelle génération. C'est toute l'action, quasiment, en tout cas la moitié de l'action, se passe sur la passerelle. Et qu'on n'a pas besoin forcément de beaucoup de choses pour raconter des trucs qui seraient impressionnants. D'ailleurs, Frakes filme mieux les passerelles que d'autres réalisateurs, je trouve. Tu sens qu'il a une vraie expérience Star Trek, parce que je trouve qu'il place bien ses caméras, tous les personnages sont mis en avant, et je trouve que tu retrouves un esprit Star Trek beaucoup plus fort dans sa façon à lui de filmer les passerelles, et en effet, c'est ce que je disais, de mettre tous les personnages en avant. Oui, parce qu'effectivement, lui, comme il a été acteur, il sait exactement comment faire en sorte que chaque personnage, les échanges entre les différents personnages soient fluides, et que ce soit pas brouillon, comme effectivement ça arrive beaucoup trop souvent dans Discovery ou même dans les films de J.J. Abrams, où en fait on comprend pas qui fait quoi et se place où par rapport à d'autres. Là voilà, c'est posé, on a l'impression d'être avec eux vraiment dans la passerelle, ce qui nous permet forcément d'être mieux impliqués émotionnellement et intellectuellement dans ce qui se passe. Donc l'histoire, c'est en cherchant des réponses, tu as l'USS Discovery qui s'aventure donc dans une fracture sous-spatiale qui a été créée par l'anomalie peu de temps avant. Donc en gros, l'anomalie, elle a apparu un moment et elle s'est barrée, et à la place, elle a laissé une espèce de fracture dans l'espace-temps, chelou, comme une trace, quoi, tout simplement. Et pendant ce temps-là, on a notre ami Book qui va faire face à une hallucination mettant en scène son père, ce qui va lui permettre encore d'étaler ses états d'âme. Au tout début de l'épisode, donc on a Discovery qui se dirige vers la faille subspatiale en impulsion. Et en fait, en rentrant dedans, ça se bouscule un peu. Et quand ils rentrent dans cette fameuse faille, ils se rendent compte qu'il n'y a plus rien. Ils sont au milieu de nulle part. C'est le noir complet. Ils n'arrivent pas à se repérer. Ils pourront même pas utiliser le spore drive pour s'échapper, ni la distorsion, ni rien du tout. Et pour essayer de comprendre où ils sont, ils vont même envoyer un moment un petit bot en dehors du Discovery qui va se désagréger. Et ils vont même envoyer une espèce de torpille ou de sonde, puis ça va être un peu la même chose, et en gros l'espèce de bulle chelou dans laquelle se trouve le Discovery semble se rapprocher, se rétracter, et donc du coup se rapprocher d'elle, et si c'est le cas, le Discovery va disparaître à son tour, et du coup là c'est vraiment une course contre la montre pour savoir comment sortir de là et comprendre un peu ce qui se passe, quoi. Du coup moi j'ai trouvé que c'était un épisode qui était vraiment très très cool, parce que c'est donc on dit que c'est un bottle show, mais c'est un peu c'est presque un huis clos quelque part, hormis quelques scènes. T'as quasiment tout qui se passe sur la passerelle, et il y a une vraie pression, je trouve, de cette échéance néfaste qui s'avance vers l'équipage et qui essaye toutes les solutions, et puis finalement à chaque fois qu'ils essaient quelque chose, ça échoue, donc du coup ça fout vraiment la pression. Du coup moi j'ai trouvé cet épisode vraiment très cool, malgré de nombreuses réserves dont je vais faire la liste tout à l'heure. Et toi alors, qu'est-ce que t'en as pensé du coup de cet épisode ?
Je me suis un peu ennuyé, hein, je dois dire. Alors, je trouvais l'idée d'être dans le noir complet comme ça plutôt sympa. Hein, et là aussi, tu avais besoin d'un bon réalisateur parce que mine de rien, c'est beaucoup moins visuel que d'autres épisodes de Discovery. Mais j'ai trouvé, comme très souvent, la résolution extrêmement faible, en fait, extrêmement toujours un Deus ex machina, toujours dans Discovery. Voilà, c'est faible. Il te donne des pistes qui sont pas très bonnes, pas très intéressantes. Et au final, t'apprends. Et surtout, au final, t'apprends pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils te font un épisode qui est quand même une promesse d'être un grand bond en avant sur l'anomalie et ce que signifie l'anomalie, etc., etc. Et au final, t'apprends à peu près rien, pas dans cet épisode. Moi, je l'ai un peu. Si, Enfin, t'apprends quand même que la menace semble venir d'une autre galaxie, en dehors de la Voie lactée. Pour moi, c'est énorme. alors peut-être que c'est là où on n'est pas trop d'accord, mais j'avais l'impression qu'on l'avait appris dès l'épisode précédent, puisque vu, ouais peut-être, moi je sais pas, vu la force des personnages, vu la force, ce que décrit Tarka à la fin de l'épisode précédent où il t'explique que le genre de puissance qui est nécessaire pour faire une telle anomalie n'a jamais été vu auparavant, c'est extraordinaire. Tu te doutais bien que c'était pas les Klingons, les Romulins ou même une race du Delta Cadran si tu veux. Donc moi je m'étais déjà projeté à quelque chose de beaucoup plus supérieur à juste notre galaxie, si tu veux. Et puis, ouais, j'ai trouvé l'épisode un peu chiant, en fait, un peu moyen. J'en ai un peu marre, quand même, des états d'âme de Book qui parle à son père. Ça va, ça commence à être long. Ok, bon. Après, comment dire, il a perdu toute sa famille, toute sa planète, donc je comprends qu'il soit pas en train de danser le karaoké tout seul. Mais j'ai l'impression de revoir les mêmes scènes, épisode après épisode. Alors, d'abord, on l'a eu avec son frère, puis après, on l'a eu avec son neveu, puis maintenant, on l'a avec son père. Et tu vois, dans le prochain épisode, ça va être la nièce de sa mère, etc., etc. Enfin, voilà, ras-le-bol. Et pourtant, j'aime bien ce personnage, c'est ça qui m'énerve. Et puis, voilà, je me suis juste ennuyé. Si tu veux, j'ai pas de reproche clair à faire à cet épisode, à part que je me suis ennuyé. C'est quelque chose que je disais déjà dans les podcasts précédents, c'est que les états d'âme des personnages, bah ouais, ok, d'accord, il en faut, mais là, c'est quand même, ça prend énormément de place dans les épisodes. Ça prend plus de place que l'intrigue, quasiment. Ou autant, enfin c'est trop, c'est carrément trop. T'as mis le doigt dessus, un Book, c'est bon, on l'a vu en large, en long, en travers. Son processus de deuil, sa reconstruction, etc. Évidemment, mais est-ce qu'on est obligé de nous en montrer 10 minutes pour chaque épisode ? C'est ouf. Ça devient, c'est grotesque. N'importe quoi. Et non seulement, alors, c'est vrai que du coup, je disais, Michael Burnham, elle, on suit moins ses états d'âme, et du coup, son personnage est plus sympathique, mais du coup, ça se répercute sur les autres personnages. Et là, maintenant, t'as carrément l'ordinateur du vaisseau qui a des états d'âme, maintenant. Ça devient... ça va loin. Je veux dire, c'est le sujet de la saison 4, bah, c'est pas l'anomalie, c'est les états d'âme de l'équipage du Discovery. Mais... Ce que je trouve un peu fou, il y en a toujours eu des états d'âme dans Star Trek, évidemment qu'il y en a, mais pas au point où les personnages, ça les fige, ça les handicape quelque part. Les états d'âme, c'était toujours après une action, mais au moment de faire ce qu'ils avaient à faire, les gars, ils y allaient, quoi. Et là, à chaque fois, c'est avant de faire l'action, leur devoir en quelque sorte, ils se posent la question de est-ce que je suis bien, je suis pas bien, je sais pas quoi. Enfin, c'est un peu ridicule. C'est comme la scène avec le Dr Culbert dans 2 épisodes précédents où il se sent pas bien parce qu'il est en burn-out tout simplement, et puis il est obligé d'avoir David Cronenberg qui lui explique qu'il est en burn-out en gros. Enfin, c'est un peu grotesque, quoi. Je veux dire, c'est des adultes. Ils sont censés avoir l'expérience de savoir que, bah oui, la vie, c'est dur, hein. C'est comme ça. Après, moi, j'avais apprécié cette scène justement parce que je trouve que lui est extraordinaire et je trouve que Cronenberg rajoute beaucoup de véritas à tout ce qu'il fait. Et en soi, le docteur qui... Enfin, tu sais, c'est le clown Pagliacci, hein, c'est une légende qui dit que quand le clown est déprimé, personne ne vient le réconforter. Et je trouve qu'en cette période de Covid, finalement, voir un docteur qui est complètement dépassé par la situation émotionnelle autour de lui et qui est complètement burn-outé, moi j'ai trouvé que c'était très moderne au contraire, si tu veux. Donc j'ai plutôt apprécié. Bon, oui, mais il a l'air de le découvrir, quoi. Je veux dire, c'est pareil. Il aurait pu arriver au même diagnostic, à la même conclusion, et puis se faire soigner en conséquence par un confrère, mais pas avoir l'impression de le découvrir. C'est toujours pareil, t'as l'impression que c'est des personnages, ils sont naïfs en fait, alors que bon, ils ont passé la quarantaine la plupart, ils sont censés avoir une expérience qui ne soit pas une expérience d'adolescent.
Donc à un moment donné, les personnages, tu les décrédibilises en faisant ça. Et qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Oui, c'est que maintenant, donc, on a du coup l'ordinateur. Donc en un épisode, on passe d'une intelligence artificielle qui te dit « Oh tiens, j'ai des émotions. Ah, j'ai tellement d'émotions que j'en suis paralysé en fait, je suis terrorisé. Et je peux plus faire des fonctions de base. Et je me pose même la question si je dois en avertir le capitaine quand il se passe un truc grave. » Non, mais c'est ça. Et c'est dommage parce que je trouve le personnage. Enfin, maintenant je dis le personnage parce que ça devient un personnage à part entière. D'ailleurs, même Jonathan Frakes, il me semble qu'il a casté une actrice qui était présente sur le plateau. Pour la voix de Zora. Ouais, qui est d'ailleurs ravissante. Je l'ai vue récemment, elle est assez ouf. Mais j'ai trouvé que le personnage vachement intéressant. Mais en effet, comme d'hab, il y a aucune subtilité, quoi. C'est ça qui est ouf. Enfin, t'as l'impression que il y a aucune subtilité, quoi. Tu aurais pu faire venir ça petit à petit, etc. Tu vois, en gros, ça m'a fait penser à Data avec sa puce d'émotion. Sauf que Data, sa puce d'émotion, ils ont mis 10 ans à le construire. Et là, en gros, ils te reconstruisent à peu près tout le scénario de Data en 2 épisodes. Ça, et même pas en 2 épisodes, parce que dans le premier épisode, c'est une scène dans un élévateur. Et à la fin, voilà. Donc, c'est ça qui est dommage, parce qu'en soi, c'est une super. Franchement, on parle d'idée originale et tout, ça n'avait jamais été fait dans Star Trek. Tu vois, l'ordinateur qui devient un personnage à part entière. Qu'est-ce qui se passerait si l'ordinateur de bord. Ça n'avait jamais été fait jusqu'à ce stade, parce que dans la série classique, tu avais justement Dystom qui voulait faire justement, sans avoir les émotions, mais en tout cas un ordinateur omnipotent sur le vaisseau. Et ensuite, tu avais aussi un épisode de la nouvelle génération, en saison 7, je crois, où c'est pareil, l'Enterprise devenait, entre guililles, vivant. Mais ça n'était jamais allé jusqu'au stade où le vaisseau l'ordinateur devient un personnage. lui-même, il devient un vrai personnage. Il y a eu ça dans un roman, tiens, de la série classique, je me souviens maintenant, Le piège des Romuliens, si je me souviens bien. Où le vaisseau a une personnalité, a sa voix propre et a des vraies émotions, quoi. Non, mais c'est ça que je voulais dire. En effet, le jouet avec l'intelligence artificielle du vaisseau, ça avait été fait plein de fois, mais c'était la première fois qu'ils essayaient vraiment d'en faire une intrigue principale et d'en faire un personnage, quoi, d'aller jusqu'au bout du truc. Et c'est dommage parce que t'as l'impression, une fois de plus, qu'ils sont burnés. La saison d'avant, l'ennemi c'était The Burn. Bah là, t'as l'impression qu'ils se burnent toutes leurs intrigues beaucoup trop rapidement, en fait, si tu veux, quoi. Ouais, c'est rushé à mort. Et ouais, exactement, quoi. Alors que voilà, il y aurait eu moyen ce personnage, il y aurait eu moyen de le construire petite touche par petite touche. C'est pas très subtil en plus, sa relation avec alors j'ai oublié son nom, excuse-moi aussi, avec Grey. Tu vois, ça va. Mais non, mais j'aime bien aussi. Attention, j'aime bien aussi. C'est juste, c'est pas subtil en fait. C'est pas subtil. Tu vois, ça se construit pas. Tu vois, c'est des trucs dans les anciennes. Alors j'ai bien conscience, ça, c'est des séries de 12 épisodes et plus de 24 épisodes, blablabla. Mais c'est des relations dans les anciennes séries qui auraient été construites petit par petit, tu vois. Mais oui, tu vois en fait, l'histoire avec Zora, on aurait pu avoir des bouts dans chaque épisode. Tu vois, c'est ce que je disais dans le podcast précédent. Quand t'es scénariste, tu fais des choix. Là, ils ont fait le choix de passer 10 minutes sur Book et ses états d'âme dans chaque épisode, alors que c'est très redondant, comme tu l'as dit. Tu prends 5 minutes de ces 10 minutes pour chaque épisode pour développer Zora et sa relation avec Grey, par exemple. Et voilà, le problème est résolu. Simplement, ils ont envie de mettre en avant ce personnage-là. Alors peut-être qu'il y a, je sais pas moi, contractuellement avec l'acteur, il doit apparaître tant de temps dans l'épisode, ce qui fait que ça biaise complètement l'écriture de l'épisode et le temps d'antenne va à des endroits qui ne sont pas nécessaires. Tu vois, c'est là où je suis encore très nostalgique de nos séries, de nos anciennes séries. C'est parce que Star Trek, c'est une série qui n'a jamais eu de complexe à mettre un personnage totalement de côté pour 1, 2, 3 épisodes, en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça posait aucun problème. Même le capitaine, il y a des épisodes de Star Trek Next Generation où Picard n'est pas dedans, où vraiment, si tu comptes ses lignes, il a 4 scènes, 5 scènes à tout casser, 4 lignes, 5 lignes à tout casser. C'est ça. Et pareil, tu vois, alors je sais pas, je me suis posé la même question que toi. Est-ce que Book, au moment de négocier son contrat, machin, truc bidule, pour pas qu'ils deviennent comme les pauvres membres d'équipage. Mais alors, d'un côté, ils ont aucun complexe à ne absolument pas construire les membres d'équipage, et de l'autre, t'en as d'autres qui sont surreprésentés, même quand t'as l'impression qu'ils ont absolument rien à leur faire dire, quoi. Bah, c'est comme, par exemple, le petit truc avec Ovo, par rapport à Saru. Ovo, elle insiste pour aller faire quelque chose pour sauver des gens, je sais pas quoi. Saru lui dit non, elle réinsiste, et puis Saru, il la remet en place, quoi.
Et après, elle vient s'excuser. Oh oui, je suis désolée. Alors, avec une excuse qui, je trouve, qui est complètement pas pertinente, qui n'a aucun rapport. Quand elle a dû s'excuser, elle aurait dû lui dire oui, désolée. Elle aurait dû reconnaître du coup l'intérêt d'une hiérarchie, par exemple, etc. Et au lieu de ça, elle va te raconter une histoire par rapport à son origine à elle, que sur sa planète ou je sais pas quoi, elle a pas pu sauver je sais pas qui. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Tous les personnages de Star Trek, à un moment donné, ils ont dû vouloir sauver quelqu'un qu'ils n'ont pas pu le faire. Mais quel rapport, quoi? C'est complètement idiot. Donc la scène-là, moi j'adore Ovo, j'adorerais qu'elle soit développée avec Detmer parce que je trouve que c'est les deux personnages de la passerelle les plus charismatiques et les plus intéressantes et j'aimerais qu'elle soit vraiment développée. Mais pitié, faites pas n'importe quoi avec non plus, quoi. Très bonne scène dans cet épisode. L'épisode où il passe en alerte rouge ou en alerte noire ou je sais pas quoi, et d'un seul coup tu vois tous les personnages de la série s'arrêter, très bien réalisé, en split screen, avec une très bonne scène où t'as les. Je sais pas, il y avait un petit côté Pat Patrol qui m'a bien plu en fait. Ah oui, c'est drôle. Et ouais, je sais pas, j'ai trouvé ça cool en fait. Toi, tu regardes la Patte Patrouille avec Évidemment. ton enfant en ce moment là. Ah non, même pas, tout seul. Non, tout seul. Bon, disons Masque si tu préfères. Tu te rappelles dans Masque, ils faisaient ça oui, quand ils étaient appelés, voilà. Exact. Ouais, non, mais moi c'est le split screen, j'aime pas trop. Il y a quelques épisodes, ils en ont fait un truc comme ça, une espèce de fondu un peu la Star Wars. Je fais non les gars, putain, faites pas ça dans Star Trek s'il vous plaît. Tu vois, je veux dire, c'est trop connoté, ça fonctionne pas, quoi. On n'a pas besoin de ça. Ouais, j'ai bien aimé. C'est vrai que ça fait pas Star Trek, mais j'ai bien aimé. Oui, bon, ça, c'est vraiment un détail. Donc du coup, effectivement, pour une histoire un peu bizarre, ce qui arrive à Book avec ses hallucinations, parce qu'il a une surcharge de je sais pas quoi, de l'énergie qui vient de l'anomalie, etc. Ils ont pu analyser dans son cerveau que les particules qui venaient du truc et donc qui venaient de l'anomalie, je vous la fais court, hein. Et donc du coup c'est comme ça qu'ils déterminent que c'est des choses qui viennent en dehors de la Voie lactée parce qu'ils parlent de la barrière galactique, cette fameuse barrière galactique dont on parle depuis le premier épisode de Star Trek, qui est en gros on va dire le contour de notre galaxie, quoi, et qu'on peut pas franchir comme ça aussi facilement. À ne pas confondre avec l'autre barrière galactique qui est au milieu de la galaxie et qui cache dans Star Trek 5, ouais, dans Star Trek 5. Aucun rapport. Et du coup pour s'en sortir, oui, parce qu'en fait ils ont trouvé grosso modo comment trouver la sortie, mais le fait de franchir l'espèce de bulle, ça va carrément cramer le vaisseau et la seule façon de s'en sortir, c'est de foutre tout le monde en mémoire tampon dans le téléporteur, comme Scotty l'avait fait dans la nouvelle génération, sauf que là on fait ça pour tout l'équipage. Donc oui, effectivement, c'est un peu facile, mais c'est pas tant à Deus Ex Machina que ça, puisque c'est quelque chose de connu, quoi. Il joue avec les règles de ce qui a déjà été établi. C'est pas ça que j'ai trouvé Deus Ex Machina. J'ai trouvé ça plutôt cool pour le coup. C'est justement cette histoire de Zora qui se rend compte qu'elle peut trouver la sortie à condition de se reconcentrer. Et moi, cette idée l'ordinateur n'a pas réfléchi qu'elle pouvait, si elle arrêtait de faire la bouffe dans les générateurs de bouffe, elle pourrait. C'est ça que j'ai trouvé complètement bidon. Oui, en fait, c'est vrai que c'est un peu bidon. Oui. Ouais, oui, mais ça vient, tu vois, quelque part, ça a rajouté sur la liste de tous les trucs qui sont mal écrits et qui pourraient être corrigés en 2 répliques si les scénaristes, ils étaient plus rigoureux, quoi. Parce qu'il y avait plein de façons, effectivement, d'amener l'épisode dans son même déroulé, à la même conclusion, mais simplement, comme ils prennent jamais le temps de rendre leur situation crédible, parce qu'ils passent du temps sur les états d'âme, encore une fois, voilà, c'est ça qui marche pas. C'est que, encore une fois, pour moi, le temps imparti pour chaque élément ne sont pas bien arbitrés dans la tête des scénaristes quand ils mettent ça sur écrit, ou alors c'est que tout simplement, c'est peut-être Kurtzman à la production qui réécrit les trucs derrière, et c'est pour ça que tous les trucs, ils filent dans un mauvais coton, et ça va toujours dans le même sens, en fait. Bon, en tout cas, ils ont un truc cool cette année. Maintenant, c'est que maintenant qu'ils sont dans le futur, ils peuvent détruire le vaisseau dans tous les épisodes. Et en fait, à la fin de l'épisode, ils t'expliquent mais avec les nouvelles technologies, on peut reconstruire le vaisseau en 24 heures. Ça, c'est bien. Donc voilà, donc c'est nickel. Donc maintenant, ils vont détruire l'épisode. Ils vont détruire le vaisseau, blablabla. C'est pas grave, il est là, vous inquiétez pas, tout va bien. Bon voilà, je pense qu'on a fait le tour. Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, hein ?
comme je le disais en tout début de podcast, on est très critique dans ce podcast. Moi, je continue de bien m'amuser, enfin, pas de m'amuser toujours, mais en tout cas, je suis toujours content de retrouver Discovery semaine après semaine. Le problème, c'est que c'est un peu, tu sais, chat échaudé, craint l'eau froide. J'ai toujours peur que j'ose pas m'y mettre complètement, même dans le théorie crafting et tout. Tu sais, nous, on aime bien, on est des gros geeks, on aime bien théorie crafter et s'imaginer des trucs incroyables. Mais avec Discovery, j'ose même plus faire de théorie crafting parce que je sais tellement qu'à la fin, on va être déçu de toute façon que voilà, je me dis que c'est peine perdue. Voilà, donc je passe un bon moment et pourtant je sais qu'à la fin, ça va mal se passer. Moi, l'idée de sortir de la galaxie, moi, c'est quelque chose que j'attends depuis longtemps dans Star Trek, dans la franchise. Et je m'étais toujours dit que, avant Discovery, que s'il y avait une nouvelle série Star Trek à faire, ce serait ça qu'il fallait faire, c'est avoir un vaisseau de la Fédération qui sorte de la Voie lactée pour aller dans une autre galaxie pour voir qu'est-ce qui se passe. Et du coup, d'avoir des formes de vie réellement très très différentes, parce que là, du coup, tu peux justifier que, voilà, c'est très différent de mecs qui ont des prothèses sur les oreilles ou sur le nez, tu vois. Et d'avoir des trucs vraiment très extraterrestres, quoi. Tu penses que la fin de saison, ça pourrait être... c'est ce que j'espère. Beyond the Wall, enfin plutôt pas tant la fin de saison, mais la saison prochaine, ça serait Beyond the Wall et Discovery Exactement. est envoyé de l'autre côté de la galaxie. Et parce que surtout qu'avec Discovery, là, avec le Sport Drive, c'est possible. Ouais. Tu vois, parce que les distances entre deux galaxies, elles sont faramineuses, et même un vaisseau en distorsion maximum, il mettrait des millénaires ou peut-être des millions d'années, j'en sais rien, j'ai pas compté, mais c'est juste impossible en fait. Sauf qu'avec le Sport Drive, ça serait possible. Ouais, surtout qu'il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est que Tarka, lui, il travaille également sur le deuxième Discovery qu'ils sont en train de, construire. Oui, exact, ouais, tout à fait. Et c'est un Voyager, non? C'est pas un Voyager? C'est un Voyager, ouais, je crois que c'est ce que j'ai. Je crois que c'est ce qu'ils ont dit. Dans le premier épisode, il me semble qu'ils disent que c'est sur le nouveau Voyager, un Voyager J, qui mettent le nouveau Sport Drive. Il me semble qu'on le voit quand justement la dernière scène où ils sont en train de réparer le vaisseau. Il me semble que derrière on voit un deuxième vaisseau un peu identique. Ça je sais pas, j'ai pas fait attention. Mais en tout cas oui, dans le premier épisode, il me semble qu'on l'aperçoit. Et en tout cas, sinon pour revenir, moi je dirais ça pour conclure, c'est que oui, on peut dire il y a que 13 épisodes par saison par rapport aux séries des années 90. C'est sûr que du coup les gens ils sont censés être condensés, etc. Sauf que je suis désolé, je viens de me retaper la saison 1 de Lower Decks parce que j'ai eu le coffret Blu-ray pour Noël. Et les gars en 2 fois moins de temps, ils arrivent à faire 2 fois mieux en termes de construction de personnages et d'intrigue. Donc non, c'est pas un problème de manque de temps, c'est un problème de travail des auteurs qui travaillent pas assez sur leur truc ou qui font le truc un peu par-dessus la jambe, quoi. Mais en plus, Romain Nigita mettait le doigt sur un truc assez évident au dernier podcast qu'on avait enregistré ensemble, c'est qu'en plus, si tu veux, à partir du moment où ils sont dans le futur, normalement, déjà, c'est quasiment inimaginable, c'est totalement artificiel de se dire que l'équipage serait resté entièrement ensemble. Tu vois ce que je veux dire? Ils auraient forcément rajouté des membres, sorti des membres, etc., etc. Et franchement, s'ils ont rien à dire sur les autres personnages, même la pauvre Wono et tout ça, il fallait faire comme avec Tilly, quoi. Il fallait les dégager, on n'en parle plus, parce que là, franchement, ils font de la peine, quoi. Moi, ils me font de la peine, ces personnages. Moi, franchement, Owo et Detmer, je veux qu'elles soient développées. Je veux qu'elles aient une série à elles. Parce que je trouve qu'elles sont super classe et c'est un duo qui a l'air de bien fonctionner et j'aimerais comme pour l'épisode 5, donner-leur des missions et que l'épisode les suive vraiment eux et pas Burnham. Pitié, par pitié. Oui, en fait, on parlait des contrats et des obligations des personnages, des acteurs à apparaître. Ça me fait penser à la série classique, que William Shatner devait apparaître systématiquement en dernier dans chaque épisode, tu vois, et du coup c'est pour ça qu'il y avait toujours des blagues et tu le voyais rigoler à la fin, quoi. C'est des trucs contractuels qui obligent les acteurs à être plus ou moins présents de telle ou telle façon dans certains épisodes. J'ai l'impression quand même que dans Discovery on a un peu cette même contrainte et c'est vraiment dommage, quoi. Ouais, et pourtant, dans la série classique, malgré ça, tous les personnages avaient quand même à un moment donné leur moment de gloire. Ils étaient tous reconnaissables et là, c'est peut-être mon petit cerveau qui vieillit, mais j'ai pas du tout cette impression sur la passerelle du Discovery. Non, mais t'as tout à fait raison, parce qu'en ce moment, je me fais aussi la saison 1 de Star Trek Picard et c'est pareil, il y a dans les nouvelles séries, de ce qu'on a pu voir, il y a que dans Discovery où on a vraiment du mal à voir l'équipage faire corps et qu'on a du mal vraiment à suivre chacun des personnages, qu'on n'en suit que quelques-uns, mais l'ensemble, oui, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont comme toi, qui oublient le nom des personnages de la passerelle, qui sont des personnages secondaires, mais pour autant, je suis désolé, dans Deep Space Nine, il y avait une multitude de personnages secondaires, voire tertiaires,
même des figurants, on retenait tous leur nom et leur background. Donc c'est bien qu'il y a un problème d'écriture à ce niveau-là. Et c'est vrai que malgré tout ce que je viens de dire, effectivement, comme toi, je trouve que la série est malgré tout quand même un peu plaisante à suivre. Mais on a toujours quand même cette petite boule au ventre où on se dit « Ah, l'épisode là, il a l'air pas mal. J'espère que ça va bien finir. » Pour le moment, tu vois, j'ai eu 3 épisodes d'affilée que j'ai plutôt appréciés, malgré les défauts que j'ai pu énumérer. Mais à chaque fois, pendant chaque épisode, j'ai cette désagréable sensation de se dire « Ah putain, j'espère qu'il va pas avoir un what the fuck inimaginable en milieu d'épisode ou à la fin, quoi. » Et ça, forcément, ça gâche le plaisir de visionnage, en tout cas pour moi. Ouais, puis c'est ce que tu disais aussi, je pense que c'est aussi ça être fan, c'est que finalement, nous, c'est des petites choses qui vont nous gâcher nos épisodes. C'est pas forcément des grandes choses, en fait. C'est vrai. Et c'est souvent des petits ratés, des petites facilités, des petits qui font que t'as envie de souffler un grand coup, quoi. Et voilà, moi, c'est un peu ce que je ressens souvent avec Discovery. Et tu te dis que, je sais pas, avec les moyens qu'ils ont, malgré tout, tu vois, enfin, on est à Hollywood, on a les meilleurs scénaristes du monde, on a, tu vois, et tu te dis, putain, mais je sais pas, quoi, ça serait quand même pas difficile de faire mieux, quoi. C'est surtout ça qui est agaçant, en fait. Ouais. Surtout, comme on le dit, hein, c'est qu'il y a plein de défauts qui seraient facilement évitables avec 2-3 répliques bien pensées. Et puis voilà, quoi. C'est juste que c'est un peu écrit un peu par-dessus la jambe, quoi. Eh bien écoute, je te propose d'en rester là. On va se retrouver de toute façon très bientôt parce que le prochain épisode, ça sera le dernier de cette première partie de la saison 4 de Discovery, puisque figure-toi qu'ils vont faire une pause. Ils vont découper cette saison 4 en 2 parties, puisque en janvier jusqu'à la mi-février, il y aura la 2e partie de la saison 1 de Star Trek Prodigy qui prend le relais. Donc du coup, nous on se retrouvera après cette pause mi-février. C'est pas une très bonne nouvelle d'ailleurs parce que a priori c'est pas tant à cause de Prodigy que parce que Patrick Picard, j'ai failli dire, parce que Star Trek Picard est retardé, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est ça l'histoire. Oh, je suis pas certain de ça, parce que moi, il me semblait que la 2e partie de la saison 1 de Star Trek Prodigy aurait très bien pu arriver après la saison 4 de Discovery. Mais ils n'ont pas annoncé que Picard était reculé ? Ah si, il est reculé du coup. Ah c'est ça, ouais. C'est reculé, mais vous pouvez très bien ne pas découper la saison 4 de Discovery en 2 et intercaler Prodigy entre Discovery et Picard. Du coup, ça laisse sous-entendre que c'est peut-être Discovery qui a besoin d'un petit peu plus de temps, peut-être dans sa post-prod. Parce que Picard, eux, la saison 2, elle est tournée depuis 1 an, et elle est finie d'être tournée depuis longtemps, donc on imagine que la post-prod, ça fait un moment que ça a été fait, alors que la saison 4 de Discovery a été tournée après. D'accord. Donc je pense que c'est plutôt la saison 4 de Discovery, peut-être à cause du Covid d'ailleurs, qui a besoin de plus de temps pour sa post-production et voilà quoi. Enfin en tout cas voilà, nous ça nous fera que le prochain épisode, on va en profiter pour parler du 7e épisode, de faire un bilan de cette première partie de saison 4 de Discovery et on fera aussi un bilan de notre année 2021 de Star Trek tous ensemble, parce que là, dans le prochain on sera plus que 2, ça c'est sûr et certain. Donc merci beaucoup à toi Romain et puis longue vie et prospérité. Ciao tout le monde.